Bonjour à tous, ici Adober. Aujourd'hui, une vidéo sur Capture One. Alors, c'est un peu la suite en fait de la vidéo que je vous avais faite l'année dernière, où j'expliquais un petit peu l'interface du logiciel, plus ou moins sa logique rapidement, et où je parlais aussi de comment avoir les simulations Fuji dans Capture One. Aujourd'hui, je vais faire comme si j'étais dans une situation entre guillemets réelle de traitement photo, c'est-à-dire comme si j'avais une séance photo à traiter. Le but de la vidéo, c'est de vous montrer du début à la fin comment j'utilise le logiciel. L'idée, c'est un peu pour les gens qui voudraient connaître Capture One ou qui essayent mais qui n'en voient pas trop la logique, de montrer un peu un flux de travail qui est utilisable et qui peut être une base, pas forcément pour le refaire à l'identique, mais pour au moins voir un peu ce qui est faisable quand on traite des photos. Donc j'ai fait il n'y a pas longtemps quelques petites photos tests où je testais des setups d'éclairage dans mon studio. Du coup, c'est ces photos que je vais utiliser pour cette vidéo. Donc, c'est des photos qui n'auront pas un intérêt artistique énorme. Je me suis juste amusé avec mes flashs. Mais l'idée, c'est simplement d'avoir la logique de traitement. Donc, ces photos, elles sont dans le répertoire que j'ai appelé photos pour vidéo. Les voilà. Là, c'est les fichiers RAW directement sortis du XT2. Ils n'ont pas encore été ouverts dans Capture One du tout, puisque c'était juste des photos test à la base. Elles n'étaient pas prévues pour être traitées. Comment je sais qu'elles n'ont pas été ouvertes dans Capture One? Tout simplement parce qu'il n'y a pas de répertoire qui s'appelle Capture One ici. Je vais vous montrer ce qui se passe dès que Capture One génère des aperçus. Vous allez voir, il va créer un répertoire. Donc je lance Capture One. Voilà, donc Capture One 11, dernière version sous Windows. Donc, je suis en mode session. Je vous rappelle que Capture One a un mode de catalogue qui fonctionne comme Lightroom où vous importez les photos. Moi, ça ne m'intéresse pas du tout. Moi, je préfère utiliser Capture One en mode session, qui est un mode qui, en fait, est plus direct. C'est moi qui place les photos où je veux, puis je lance Capture One et je pointe le répertoire et je travaille. Voilà, Capture One ne s'occupe pas de cataloguer quoi que ce soit. Donc là, je sais que mes photos sont dans Images, répertoire RAW, répertoire photo pour vidéo. Alors, les petites flèches que vous voyez là veulent dire qu'il y a des sous-répertoires. Là, il n'y en a pas. Je clique. Voilà. Le dossier est créé. Ah oui, il faut que je décoche ce filtre. Oui, voilà. Donc, là, ce qu'on peut voir, alors je suis dans plus ou moins l'affichage par défaut quand on installe Capture One, très légèrement modifié. Bon, d'habitude, je travaille sur deux écrans. Là, je suis sur un écran pour la vidéo. Ici, à droite, on a donc les vignettes qui permettent un peu de naviguer parmi les photos. On peut tout à fait les zoomer, voilà, pour mieux voir ce qu'on fait. On peut agrandir la zone des vignettes, la réduire. Enfin, voilà, c'est assez souple. Au milieu, c'est plus simple si je prends une photo. Disons celle-là, par exemple. Voilà. Au milieu, on a l'aperçu de la photo qui est générée par Capture One, sur lequel on va travailler. Et à gauche, les outils. C'est complètement configurable, si vous voulez avoir les outils à droite, les vignettes en bas ou à gauche, on fait ce qu'on veut. Mais bon, il me semble que par défaut, ça ressemble à peu près à ça quand on lance Capture One la première fois. Voilà. Donc, je vais vous montrer ce qui s'est passé. J'ai donc lancé Capture One, il a généré les aperçus, et regardez, on se retrouve avec un répertoire Capture One à côté de mes photos. Ce répertoire, en fait, va contenir à la fois les aperçus générés par Capture One, mais aussi, il va mémoriser toutes les modifications que je vais faire sur les photos. Alors, c'est bien pratique de le savoir, parce que si vous travaillez pas toujours sur le même ordinateur, imaginons que vous êtes en déplacement, vous commencez à travailler sur un ordinateur portable. Moi, ça m'arrive régulièrement, je vais chez les clients, on fait des photos, je commence à leur montrer les photos et je fais 2-3 petites modifications devant eux en direct. Puis bon, j'arrive à la maison, je transfère tout sur l'ordinateur fixe pour pouvoir travailler plus confortablement avec mes écrans calibrés et tout ça. Et là, l'avantage, c'est que le simple fait d'avoir copié ce répertoire d'un ordinateur à l'autre, quand je lance Capture One sur l'ordinateur fixe, toutes les modifications que j'ai déjà faites,
sont déjà prises en compte, les aperçus sont déjà chargés, etc. Donc on gagne du temps. Sachant qu'en plus une licence Capture One, la licence de base vous permet, il me semble, d'avoir trois qui soient installés sur 3 postes. Donc voilà, c'est bon à savoir, hein. Soit pour travailler, si vous travaillez sur plusieurs ordinateurs, soit si vous êtes plusieurs photographes, vous pouvez utiliser la même licence, c'est possible aussi. Bref, donc voilà, je suis sur Capture One, j'ai chargé ma session photo. La première étape, généralement, ce que je fais en premier, c'est que je vais trier les photos, savoir lesquelles je vais travailler, lesquelles je ne travaillerai pas, ou en tout cas pas forcément tout de suite. Alors pour faire ça, je vais vous montrer la méthode que moi j'utilise. Il y a plusieurs façons, hein, de trier les photos sous Capture One. Je pourrais créer des sous-répertoires en faisant clic droit, nouveau, etc. Moi, je fais pas comme ça. J'utilise le système de notation par étoile. Sans qu'en fait, ces étoiles, pour moi, je ne vais pas leur donner le sens de dire la photo est plus belle. Simplement, ça me permet de faire un tri. Je vous montre comment. Je vais zoomer un petit peu les vignettes, histoire de les voir toutes quand même. Donc je vais prendre complètement, je vais prendre tiens, sur la série ou avec la base, c'est assez sympa. Imaginons que je veux garder, que je me sois dit sur cette session photo, je veux garder 3 photos. Bon, alors je commence à regarder un peu, hop. Voilà, je me suis bien amusé, hein. Celle-là j'aime bien, on voit en plus on a les reflets du nid d'abeille, c'est assez rigolo. Je me dis celle-là je vais la garder. J'appuie sur la touche 1 du clavier. Vous voyez que la photo a pris une étoile. Si j'appuyais sur 2, elle aurait 2 étoiles, etc. Je navigue. Celle-là avec son petit clair obscur, elle me plaît bien. Je lui donne une étoile. Hop. Celle-là j'aime bien, une étoile. Puis allez, je me dis que je vais prendre une photo dans la série avec le pistolet. Alors je rassure tout de suite le public, c'est un pistolet factice qui me sert simplement dans les séances photo pour des petits délires. Voilà, regarde un petit peu. Est-ce qu'il y en a une qui me plaît mieux que d'autres? Allez, celle-ci elle est sympa, une étoile. Donc on voit que j'ai 4 photos qui ont une étoile. Alors imaginez sur un mariage où je reviens avec 2000 fichiers RAW. Les étoiles, ça va être sur beaucoup plus de photos. Et là, l'idée, c'est de dire toutes les photos qui ont une étoile, c'est celles que je vais travailler. Donc, mais là maintenant, j'ai un moyen tout simple de cacher toutes celles qui n'ont pas d'étoile. C'est ici. Donc, je suis dans l'onglet d'outils, le premier, qui s'appelle Bibliothèque, qui est le premier onglet d'outils si vous n'avez pas modifié les onglets d'outils du logiciel. Là, vous voyez, j'ai les étoiles. J'ai juste à cocher ici. Voilà, il me dit, hein, ici, j'ai 4 photos qui ont une étoile. Si je coche ici ce petit point, je ne vois plus que les photos que j'ai marquées à une étoile. On peut imaginer même des systèmes de classement à tiroirs. C'est-à-dire que parmi ces photos à une étoile, je pourrais mettre des photos à 2 étoiles. Et du coup, elles apparaîtraient si si je coche la partie 2 étoiles. Voilà. Donc on peut tout à fait avoir en fait du coup plusieurs classements dans le même dossier. Voilà, bref. Donc voilà, là j'ai mes 4 photos sélectionnées, mais les autres du coup n'ont pas disparu, elles sont toujours là. C'est simplement que je ne veux pas les voir quand je vais travailler celle-ci. Donc ça c'est ma première étape, tri de photos, ce qu'on fait tous. Voilà, je vous montrerai simplement une façon que je trouve très rapide et pratique, hein, parce qu'avec le raccourci clavier du pavé numérique, hein, il suffit d'appuyer sur le numéro qu'on veut. On peut aussi classer avec des codes couleurs. On peut faire clic droit sur une photo, balise couleur, et on choisit, on a de rouge jusqu'à violet, comme ça. Et de même ici, on va pouvoir cocher celles qui ont les balises, hein. Voilà, moi j'aime bien le système d'étoiles parce qu'on accède avec des raccourcis clavier, donc on gagne du temps. Voilà, donc j'ai mes 4 photos. Petite astuce aussi sympa, si vous voulez comparer des photos sous Capture One, il vous suffit dans la partie vignette d'en sélectionner plusieurs. Si je veux voir ces 2 photos en même temps, je sélectionne les 2. Et je peux, en allant sur l'une ou sur l'autre, les zoomer pour voir un petit peu si la netteté est bien, etc. Je peux faire des modifs, hein, je peux commencer à travailler dessus, etc. Je peux en mettre comme ça plusieurs, je peux mettre les 4 hein, si je veux, et les 4 apparaissent. Si vous avez 4 photos qui se ressemblent et que vous voulez vraiment les comparer, c'est très très simple de vous mettre en mode comparaison avec autant de photos qu'on veut. Voilà. Donc on va commencer sur celle-ci par exemple. Donc une fois que j'ai trié mes photos, je vais ensuite dans ce module-là,
qui est le module couleur. Non pas pour travailler sur les couleurs, simplement pour choisir mon profil d'entrée. Donc là, moi j'ai installé toutes les simulations de pellicule Fuji, comme je vous ai montré dans la vidéo 1. Si vous n'avez pas de boîtier Fuji, cette partie ne vous intéresse pas forcément, mais vous pouvez quand même tout à fait installer des profils pour votre appareil à vous, ou même en créer, les enregistrer. Donc c'est là qu'ils apparaissent. Donc si je veux faire du noir et blanc, rien ne m'empêche de sélectionner un profil Acros avec filtre vert, filtre rouge, filtre jaune ou sans filtre. Profil Astia, Cassichrome, enfin bref, vous connaissez. Allez, on dit que sur cette photo, je vais rester en couleur en fait, parce que ça me permettra de vous montrer certains outils. Je ferai peut-être un épisode à part pour le noir et blanc. Je vais mettre en Classichrome, j'aime bien ce côté un peu désaturé qui va bien avec la photo. Donc là, si je suis dans l'idée de faire une série, que toutes mes séries de photos vont être dans la même tonalité, c'est très simple, je peux copier, une fois que j'ai choisi mon profil, pardon, je peux choisir aussi une courbe, qui sont des courbes d'entrée en fait, qui sont déjà appliquées sur le RAW à la base, courbe automatique, une courbe qui débouche un peu les ombres, une courbe qui amène du contraste, une courbe standard, et la réponse linéaire qui est en fait une courbe théoriquement plate, c'est-à-dire aucun contraste n'a été appliqué. Ça peut être une base de travail pour les gens qui veulent vraiment partir du fichier le plus plat, entre guillemets, possible, sans aucune modification à la base, et vous voyez que par rapport à la courbe automatique, on a une sacrée différence. Ici, on a, en fait, la photo est plus sombre parce qu'elle n'a pas du tout été contrastée. Bon, moi j'aime bien le film automatique, il me va bien en général, la courbe automatique, pardon. Et voilà, rien n'empêche de changer. Une fois que je suis content de mon profil et de ma courbe, avec cette petite flèche ici, je peux copier ce réglage. Donc profil appareil, copier. Je sélectionne aussi ensuite les 3 autres photos. Et pour les appliquer, j'ai plusieurs façons de faire. Soit je fais CTRL-SHIFT-V sur mon ordinateur, sur mon clavier, soit je fais réglage, appliquer les réglages. Et là, ce qui se passe, c'est que les 3 photos ont le même profil que celle-ci, c'est-à-dire le CC Classic Chrome. Voilà, on peut faire ça pour cette petite flèche là. Vous l'avez sur tous les modules. Dès que vous avez modifié quelque chose sur un module, vous pouvez copier ce réglage et l'appliquer aux autres photos. De même qu'on peut, et ça j'en parlerai plus en détail peut-être une autre fois, parce qu'on peut en fait copier une série de réglages, voire tous les réglages qu'on a fait sur une photo d'un coup, et les coller. Le système est un peu différent de Lightroom, mais méritera peut-être un jour une vidéo exprès. Voilà. En tout cas, là j'ai choisi mon profil, c'est ma deuxième étape. À partir de là, généralement, je vais directement dans ce module exposition. Alors, c'est le module qu'on a dans tous les logiciels, enfin, on y retrouve les outils qu'on a dans tous les logiciels de traitement de fichiers RAW. On a un histogramme qui permet de savoir si on a bien comment sont réparties les valeurs de la photo. Là, on voit que je suis tassé vers la gauche, c'est-à-dire vers les valeurs sombres. Ce qui est logique, en fait, hein, c'est une photo en low-key, c'est-à-dire un clair-obscur avec très peu de valeurs claires. Donc il est logique que j'ai essentiellement des valeurs sombres, peut-être légèrement bouchées. Voilà, et on voit que je n'atteins pas tout à fait le bout dans les valeurs claires, ce qui est la preuve que je n'ai cramé aucune information sur le visage. Voilà, donc ça c'est un histogramme, c'est quand même très pratique. Là c'est l'outil calque qu'on retrouve partout, le module calque on le retrouve dans tous les modules en fait. Partout où vous allez, vous avez calque. C'est une nouveauté de la version 11 où on accède au calque un peu partout, alors qu'avant on avait un onglet calque spécifique. Je vous parlerai des calques plus en détail aussi. Là, je vais juste vous montrer vite fait. Là le but, c'est pas d'entrer en détail dans les modules. Hein. C'est plus de vous montrer vite fait mon flux de travail. Donc, généralement, beaucoup de gens règlent la balance des blancs en premier. Moi, je règle d'abord l'exposition. Je trouve je préfère voir mes réglages de balance des blancs avec une exposition qui sera pas forcément celle que je vais garder à la fin, mais qui en sera le plus proche. Donc là, la photo au niveau de l'exposition, comme je l'ai faite en studio avec un éclairage contrôlé, j'ai déjà l'exposition que je veux en fait. Hein. C'est déjà ce que je cherchais. C'est l'avantage du studio. On crée sa lumière, donc à moins de ne pas avoir réussi à faire les réglages qu'on voudrait, normalement, on a déjà en sortie d'appareil un fichier qui est bien exposé. Enfin, bien exposé, ça ne veut rien dire bien exposé. Un fichier qui est exposé pour obtenir le résultat qu'on cherche. Mais voilà, si je voulais, je pourrais assombrir ou éclaircir la photo. Là, je vous montre quand même que les fichiers Fuji ont de la réserve dans les ombres.
Si je remonte à droite, on voit qu'on récupère. Je vous remets la photo de base. Ici, on est complètement bouché sur le pull. Si je remonte, on voit qu'on a récupéré les écritures qui sont dessus, etc. Pareil pour le visage, le pistolet, et même le fond qui était un fond gris en fait. On retrouve même, du coup, on récupère même les taches qui étaient dessus. Voilà. Donc, bon, mon exposition me convient, mais c'est simplement pour vous dire qu'en général, je commence par là. Quand l'exposition me convient, là, je vais toucher à la balance des blancs. Alors, la balance des blancs, c'est comme sur tous les logiciels de ce type, on a 3 façons de la gérer. La façon automatisée, entre guillemets, c'est de choisir une des balances des blancs prédéterminées proposées par Capture One, lumière du jour, etc. Je ne m'en sers jamais de ça. Mais bon, ça peut servir. Là, on a la pipette. Donc la pipette, si vous appuyez sur la touche W du clavier, comme White Balance, vous vous retrouvez aussi en mode pipette. La pipette est faite pour aller sélectionner une zone de gris neutre ou de blanc neutre sur la photo et calibrer votre balance des blancs à partir de ça. Si on imagine que mon pull est en gris neutre, ouais, il ne doit pas être tout à fait neutre en réalité parce qu'on voit que ça a un petit peu modifié la teinte du visage. Et que, ah oui, je vous explique pourquoi je trouve qu'il n'est pas complètement neutre, c'est qu'en fait quand je shoot en studio avec mon XT2, j'ai préenregistré en mémoire dans l'appareil la balance des blancs de mes éclairages studio que j'ai mesuré avec une charte de gris. Qui est préenregistré. On peut préenregistrer comme ça plusieurs balances des blancs sur le boîtier. Et donc en studio, pour aller plus vite, j'en ai préenregistré une. Voilà, donc on voit que si je clique sur le pull, elle se jaunit un petit peu. Et sur le pistolet, le pistolet a l'air assez neutre. Enfin voilà, on peut aller... bref, peu importe que le pistolet soit neutre ou pas, on se sert de la pipette pour aller mesurer une balance des blancs. On peut le faire dans le blanc des yeux aussi. Voilà. Ou alors, tout simplement, on peut utiliser le curseur de température Kelvin. Plus vous allez vers la gauche, plus les tons sont froids. Plus vous allez vers la droite, plus vous les réchauffez. Donc là, on peut faire la balance des blancs créative. On peut imaginer une scène pour donner un côté un peu plus froid à la photo, qui irait bien peut-être d'ailleurs sur ce style de photo. Si je reviens sur la... Alors, en double-cliquant sur la barre, je ramène la valeur à la valeur telle qu'elle était au départ. Moi, je verrais bien une balance des blancs un peu plus froide sur cette photo. Je peux mettre par là. La nuance, le curseur de nuance. Si vous allez à droite, vous tirez vers le magenta, rouge magenta. Si vous allez à gauche, vous tirez vers les verts. Hein. Voilà, exactement comme sous Lightroom. Je vais le laisser comme il était de base. Voilà, cette balance des blancs me plaît. Donc j'ai réglé l'exposition à la balance des blancs. Alors là, on a un curseur contraste qui est très classique. Hein. À droite, j'augmente, à gauche, je diminue. Là, pour le coup, j'utilise rarement ce curseur en fait pour gérer les contrastes. Je vais vous montrer comment je les gère ensuite. Un curseur qui est intéressant parce qu'on ne le trouve pas, il me semble, dans Lightroom. C'est le curseur luminosité qui agit un peu comme le curseur exposition. J'éclaircis ou j'assombris, mais vous allez voir la différence. Si je monte l'exposition à fond, on voit que j'ai complètement cramé les zones de la photo. Si je monte le curseur luminosité, la photo est plus claire, mais je n'ai rien cramé. On voit dans l'histogramme que rien n'est cramé. Regardez bien l'histogramme en haut. Je prends l'exposition, hop, je crame des valeurs. Luminosité, non. En fait, le curseur luminosité ne monte pas à la même puissance toutes les valeurs de la photo au niveau de la luminosité. Il va éclaircir surtout les tons qui sont sombres dans la photo et pas trop toucher au ton clair. On voit que là, cette partie qui est déjà claire sur le visage ne bouge quasiment pas. Alors que par contre, la partie qui était complètement noire, ici, remonte. Et c'est le même principe dans l'autre sens. Hein, c'est qu'il va diminuer l'exposition de la photo sans boucher. Voilà. Donc c'est un curseur intéressant. Hein, et que j'utilise parfois. Là, bon, pour le coup, non. Saturation, vous connaissez le principe. Hein, je diminue ou je monte mes couleurs. Je ne vais pas entrer dans trop les détails. Là, je vais d'ailleurs peut-être un peu désaturer. Ce côté froid et un peu désaturé me plaît bien. Haute lumière ou les ombres, même principe que dans Lightroom, sauf que dans Lightroom, il me semble que le curseur est au milieu. Quand vous allez à gauche, vous diminuez, vous ramenez des informations dans les hautes lumières, à droite, vous les éclaircissez. Là, ici, on part de la gauche et on ramène des informations. On ne peut pas agir dans le sens contraire, en fait. Hein. Donc, je remonte les ombres ou pas. Enfin, vous connaissez le principe de ces curseurs. Je ne vais pas non plus entrer trop dans les détails.
une fois que j'ai à peu près fait ça, je vais... Alors, je peux utiliser l'outil niveau, ça m'arrive. Outil niveau qu'on ne trouve pas dans beaucoup de logiciels. Enfin, dans beaucoup, j'en sais rien. En tout cas, on ne trouve pas dans Lightroom et je trouve ça super pratique, un outil niveau. On le trouve dans Photoshop, dans GIMP, dans les logiciels comme ça. Ça vous permet de rééquilibrer les valeurs sur la photo. Là, on voit que... Alors, on peut le faire par canal, hein, rouge, vert, bleu, ou sur le canal RVB, c'est-à-dire les trois d'un coup. Et là, on voit que mes valeurs s'arrêtent ici, en fait, dans la photo. Donc, je peux me permettre de les tasser comme ça, sans cramer des lumières. Alors, est-ce que c'est vraiment... Après, moi, je fonctionne surtout en regardant l'image et en voyant si ça me plaît. Hein. Donc là, peut-être un tout petit peu, mais pas plus. Je veux pas non plus qu'elle devienne trop claire, cette photo. Voilà. Cet outil niveau, il y a deux petites pipettes bien sympas, mais qui permettent de définir le point noir dans l'image, par exemple. Mais là, ça ne change pas grand-chose vu que c'est déjà noir. Un point blanc. Voilà. Et moi, surtout pour le contraste, je vais me servir de la courbe, que je mets en mode Luma. Le mode Luma, la courbe va agir uniquement sur la luminosité de l'image, sans agir sur les couleurs. Donc, entre guillemets, le fait de monter le contraste avec la courbe ne va pas saturer plus la photo. On peut faire une légère courbe en AS, mais vraiment très très légère. Bon, la courbe, elle fonctionne comme toutes les courbes de tous les logiciels. Hein. Voilà. Un des points forts dans Capture One, c'est qu'on peut appliquer la courbe sur un calque uniquement. Ouais, j'ai peut-être un peu trop débouché à droite, en fait. J'aimais bien le côté... Voilà. C'est peut-être avec... Oh non, c'était déjà comme ça. Voilà, là, ça me va bien. Je fais souvent des réglages pas trop marqués, j'aime bien quand c'est assez subtil, surtout sur une photo qui est déjà contrastée à la base. Voilà, le vignettage, bon là j'en ai pas vraiment besoin, mais si je voulais je pourrais rajouter, faire dans un sens ou dans l'autre. La partie vignettage de Capture One est vraiment très basique, hein. On peut pas y faire grand chose. Une fois que j'ai fait ces modifications de base, en général je fais mon recadrage. Alors je m'embête pas à aller dans le module, en fait pour recadrer il faut aller dans le module correction de l'objectif. On a toute la partie recadrage ici. Moi, je fais pas ça, j'appelle par un raccourci clavier, touche C comme crop. On voit que mon icône devient une petite croix. Et je peux prendre un coin, le diminuer, déplacer. En faisant un clic droit, j'accède à tous les rapports largeur, hauteur possibles. Je peux en ajouter, hein, les trois du bas, là, c'en est trois que j'ai ajouté moi-même. D'ailleurs, 16 neuvième est aussi par défaut. Je pense qu'en fait, je l'avais ajouté dans une ancienne version de Capture One, quand on n'avait pas encore le 16 neuvième dans les versions par défaut. Et du coup, j'ai les deux, mais il faudra que je pense à le supprimer, un de ces quatre. Bref, voilà, c'est là que vous ajoutez un rapport hauteur-largeur. Là que vous le supprimez. Le mode libre, c'est qu'en fait, il n'y a pas de rapport prédéterminé, vous faites ce que vous voulez. Voilà. Hein. Bon, là, je vais original, on reste sur le ratio original de la photo. Voilà, une fois que vous avez fait votre recadrage, alors un petit défaut de Capture One au niveau du module recadrage, on peut peut-être le modifier, j'ai pas trop cherché, je vous avoue, c'est que si vous êtes une photo noire, et ben vous ne voyez pas trop le bord de votre cadre. Hein. Alors, dans ce cas, une astuce que je fais, c'est que j'éclaircis au maximum la photo, comme ça je vois mon cadre. Alors là, du coup, est-ce que ça donnerait comme ça? Pour appliquer mon recadrage, c'est une logique un peu différente de Lightroom. Il ne faut pas que j'appuie sur Entrée. Il faut que je change de mode. En fait, là, je suis en mode recadrage. Il suffit que je me mette sur le mode main. Je remets mon exposition comme ça. Et voilà, mon recadrage est fait. Dès que je rappuie sur C, je suis de nouveau dans le mode où je vois la photo complète. Hein. Voilà. Voilà, j'ai fait donc... Là, j'ai utilisé à peu près tout ce que j'utilise en général dans le module. Il peut m'arriver d'ajouter de la clarté et de la structure. Mais ça, je vais plutôt généralement le faire en réglage local sur des parties de la photo. J'entrerai plus en détail sur les réglages locaux dans une autre vidéo peut-être, parce que sinon cette vidéo va prendre un temps fou. Après, je peux avoir envie de faire des travaux plus locaux, plus pointilleux sur la photo. Alors déjà, souvent je vais utiliser l'éditeur de couleurs. L'éditeur de couleurs a trois modes, basique, avancé, ton cher. Bon là je ne vais pas m'occuper du ton cher, je vous en parlerai une autre fois. Alors j'aime bien le mode avancé. Alors le mode basique, il est un peu comme celui de Lightroom, vous choisissez une couleur, par exemple le canal rouge, et vous faites des modifications qui vont affecter toutes les valeurs rouges de l'image. Bon, c'est classique, vous connaissez. Le mode avancé par contre est vraiment spécifique à Capture One. Vous prenez la pipette ici,
et vous cliquez sur une couleur dans l'image, imaginons la peau, tac. Et automatiquement, il génère ici, il calcule un peu les valeurs de cette couleur. Et il ne sélectionne et on ne va travailler que sur ces couleurs. Si je coche ici, il ne m'affiche plus que les couleurs qui sont sélectionnées. Et là, là vraiment, c'est la fête du slip, entre guillemets. Je peux faire plein de choses. Déjà, alors j'ai accès ici déjà à des réglages qui vont affecter ces couleurs. Par exemple, de la saturation, de la teinte. Je peux modifier. Alors la teinte, attention, ça fonctionne à l'inverse de la teinte de la balance des blancs. Si je vais vers la droite, je vais vers le vert et à gauche vers le magenta. Il faut le savoir, c'est pourquoi, je ne sais pas. Je peux rendre cette teinte plus lumineuse ou plus sombre. Je peux lisser, c'est-à-dire que comment expliquer le mode lissage? C'est-à-dire que ça va plus ou moins être tranché au niveau de la... c'est difficile à expliquer, de la frontière entre ces couleurs-là et les couleurs qui sont autour. Ici, je peux complètement modifier, je peux élargir le spectre de la couleur qui est sélectionnée, le réduire, etc. Et surtout, je peux créer un calque. Alors, je vais vous montrer ça. Je clique sur ces 3 petits points. Création du masque à partir de la sélection. Alors, il faut qu'il calcule. Et voilà, ici, j'ai un calque qui est créé, que je vais appeler couleur peau. J'ai créé un calque automatiquement à partir de la couleur sélectionnée. Si j'appuie sur M pour montrer le calque, on voit que le masque en fait ne reprend que les zones qui étaient colorées de cette façon-là. Et là du coup, je vois que ça a pris un bout du pull, je veux pas. Je vais tout simplement me mettre sur gommer. Voilà, je choisis ma taille de gomme, je zoome un peu. Et je veux plus que le pull soit dans le masque. Je veux plus non plus qu'il y ait les yeux. Voilà. Je veux pas que ça touche les cheveux, donc je vais gommer dans les cheveux. Vous voyez un peu la puissance de imaginez la puissance de cet outil. Hein. Vous sélectionnez une couleur dans l'image et vous en faites immédiatement un calque. C'est un masque de calque. Et vous travaillez dessus. Et là, du coup, le fait d'en avoir créé un calque fait que j'accède, depuis ce calque, je peux accéder à tous les outils de Capture One. Donc, je rappuie sur M pour ne plus voir ma sélection. Je vais par exemple dans l'outil... dans l'onglet exposition, on voit que je suis toujours sur le calque couleur peau et je peux faire toutes les modifications qui sont là, ça ne s'appliquera qu'à ce calque. Donc là, si je modifie par exemple l'exposition, ça ne surexpose ou sous-expose que ce calque. Bon, c'est juste pour vous montrer, hein, c'est moche évidemment de faire comme ça. Mais voilà, je peux légèrement le rendre plus lumineux, le saturer ou le désaturer. Ouais, les possibilités sont infinies. Enfin, infini, non, on est limité par les outils du logiciel, mais il y a quand même plein d'outils. Je peux aller gérer, mettre de la netteté, réduire le bruit, etc. Appliquer des courbes uniquement sur ce calque. Donc c'est surpuissant. Le calque, ensuite, je peux le rendre plus ou moins opaque. Je peux encore, avec un clic droit, je peux l'inverser, je peux améliorer le masque pour qu'il voit mieux les contours. Il s'adapte mieux aux contours des zones de l'image, etc. C'est vraiment... Ouais, je vous ferai un épisode que dessus parce que ce serait trop long. Il y a trop de possibilités en fait. On est sur un système de réglages locaux très 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 avancé pour un dérotiseur. Voilà. Donc il m'arrive parfois d'utiliser ce système pour me créer des calques directement à partir de couleurs. Bon là du coup en fait je voulais pas le faire, c'était juste pour vous montrer. Je vais supprimer le calque simplement en cliquant sur moins. Voilà. Alors, je peux avoir envie de faire des petites retouches locales. Par exemple, je voudrais enlever ces petits poils ici. Tout simplement, je vais sur l'onglet Détail. Et en bas, j'ai Suppression tâche. Je clique là. Je me retrouve avec un petit cercle dont je peux choisir la taille. Alors, il faut prendre bien sûr un peu plus grand que ce qu'on veut enlever. Et je clique. Et tac, il n'y est plus. Je peux faire ça ici. Tac, tac, voilà. Alors, imaginez, on peut faire ça avec des boutons sur la peau. On peut faire ça avec... On a un mode tâche, mais un mode poussière. Si vous avez un objectif ou le capteur qui est un peu sale, vous pouvez comme ça enlever des poussières dans le ciel, par exemple. Donc on peut faire comme ça. Et si on veut faire de la suppression de quelque chose qui ne rentrerait pas dans ce petit cercle ou qui est une structure trop complexe, on peut carrément faire un calque de correction. Imaginons que je veuille enlever cette ride, par exemple, ou l'atténuer. Je vais faire un clic droit sur le petit plus, là. Nouveau calque de correction. Il apparaît là, donc je vais l'appeler en double-cliquant ride. Voilà. Je vais me mettre sur un pinceau, donc dessiner masque. Le pinceau, je vais voir un peu la taille. Ouais, cette taille, c'est pas mal. Je vais laisser appuyer sur Alt.
Alors, en laissant appuyer sur Alt, je définis la zone que je vais copier, la zone qui sera ma zone modèle en fait. Je vais me mettre sur la zone juste en dessous. Voilà, je relâche et je dessine le long de la ride. Je relâche de nouveau, on voit que la ride a disparu. Alors par contre, bien sûr, comme ça a coupé sur la zone en dessous qui était plus claire, j'ai pris là, je peux toujours annuler. Refaire Alt, me remettre en mode brosse, refaire Alt et changer la zone de départ, ici. Non, attendez, en fait, il faut que je supprime. Voilà, j'ai fait n'importe quoi. Ah bah, ça me permet de vous montrer quelque chose. J'ai supprimé l'image, en fait, en voulant supprimer le réglage, en appuyant sur la touche Sup. Là, la première fois que j'avais fait ça, dans Capture One, panique. Où est passée l'image? En fait, Capture One a sa propre corbeille. Il faut revenir dans le mode bibliothèque. Tout en haut, vous avez dossier corbeille. Et vous voyez, l'image, elle est ici. Donc, tout simplement, si je fais réapparaître mon dossier test, mon dossier photo pour vidéo, je prends l'image et je la refais glisser dedans. Et oui, bien sûr. Et je reviens, elle est là de nouveau. C'est un peu paniqué. Une fois j'étais sur un mariage comme ça et j'avais supprimé une image importante et valu un petit moment pour trouver cette corbeille et la restaurer. Donc voilà, ça c'est un truc à savoir. Vous voyez, une petite erreur, on appuie sur Sup, on pense supprimer un réglage ou quelque chose et en fait on supprime la photo. Attention, par contre, si vous faites Alt plus Sup, vous supprimez la photo directement le fichier du disque dur. Donc à faire avec parcimonie, comme on dit. Je reviens, j'en étais où du coup? Je voulais supprimer cette fameuse ride, je vais supprimer le calque ride et le refaire. Calque de correction, j'appuie sur B pour être sur la brosse. Je vais la réduire un peu en fait. J'appuie sur Alt pour choisir ma zone et je vais peut-être prendre une zone au-dessus dans ce cas-là. Je fais mon calque. Voilà, je lâche. Donc c'est pas trop mal. Bon, j'ai pas forcément pris une zone qui était beaucoup plus intéressante. Ce qui est intéressant, c'est qu'ici, avec l'opacité, en fait, je peux soit mettre le calque complètement à zéro, soit le mettre à fond, soit trouver une zone intermédiaire qui va me permettre un peu d'éliminer l'effet de différence plus ou moins sombre, plus ou moins clair. Voilà, et là, vous voyez, en fait, on se retrouve. Alors, je vous décoche le calque pour vous montrer sans le calque avec. J'ai supprimé la ride, plus ou moins, et ça se voit pas trop. Voilà, je peux encore l'atténuer un petit peu. Donc voilà, par contre, le seul inconvénient par rapport à un outil tampon comme qu'on peut avoir dans Photoshop ou GIMP, c'est que là, vous allez devoir recréer un nouveau calque de réparation pour chaque nouvelle zone que vous voulez remplacer. Donc si vous avez à le faire vraiment beaucoup sur une photo, il vaut mieux envoyer la photo dans Photoshop ou GIMP. Mais si vous avez qu'une ou deux à faire sur l'image, ça se fait très bien ici. Simplement vous montrer que c'est possible. Et en fait, moi, je m'en sers souvent parce que je ne suis pas un fanat de la retouche de la peau, je ne suis pas un fanat des peaux trop lisses, des peaux trop belles, des peaux trop nettes. J'aime bien que mes photos respectent en fait le visage de la personne tel qu'il était. Ça peut arriver parfois que soit parce qu'en studio on est tellement net avec les réglages qu'on a que ça fait tout ressortir, ou l'éclairage qui fait tout ressortir, qu'on est vraiment du coup, qu'on ait l'impression que ça vieillisse la personne, et là ça m'arrive d'aller faire un traitement spécifique. Dans ce cas, je vais faire de la séparation de fréquences, etc. Mais sinon, de façon générale, je traite très peu la peau. Je ne fais pas partie de ces photographes qui aiment les trop belles peaux, à tel point qu'on n'y croit pas, quoi. Voilà, moi ça c'était un petit aparté. Donc là, j'ai fait recadrer ma photo, elle est traitée. Imaginons que j'ai fait tout ce que je voulais. Je peux aller. Il m'arrive d'aller travailler sur la netteté, mais très généralement, j'y touche très peu. En fait, j'ai un preset de netteté que j'ai même adouci par rapport à mon ancien preset dont je parlais dans ma première vidéo. Maintenant, automatiquement, j'applique un rayon simplement de 0,4, une netteté à 140, et j'applique automatiquement une réduction du bruit de 10 et des détails seulement à 70, alors qu'avant j'ai mettais à 80. C'est mes réglages à moi, hein, je fais du portrait, j'aime pas les photos suraccentuées, j'aime bien que les photos restent douces. Donc, et plus j'avance en fait dans ma pratique, et moins j'aime que les photos soient trop nettes. Donc c'est possible pour ça que mes réglages évoluent. Voilà, et c'est très rare en fait que j'accentue une photo plus que ce qu'elle l'est à l'importation. Il m'arrive de l'accentuer moins. Vous voyez, ça c'est à peu près le type de rendu que j'aime avoir, c'est-à-dire que on voit que c'est net, qu'il y a des détails sur le pistolet, etc. Mais c'est pas suraccentué.
Voilà. Donc, mais il peut m'arriver, ou alors il peut m'arriver de le faire sur un calque, simplement sur les yeux, par exemple, ou sur une partie que je veux rendre plus nette. Une fois que je suis content de ça, généralement, ben, alors, je vais traiter je vais traiter mes autres photos, bien sûr. Je traite l'ensemble de mes photos, mais imaginons que j'ai fini toutes mes photos. Je vais ensuite les exporter. Pour ça, je vais dans cet onglet avec la petite roue dentée. Et là, on arrive sur le module exportation qui est assez complet et pas forcément simple à appréhender la première fois. Donc, quand vous allez ouvrir la Capture One la première fois, vous aurez les 6 premiers presets d'exportation. Vous pouvez en rajouter autant que vous voulez. Vous faites plus, vous donnez un nom au preset et après vous choisissez des réglages et ça restera en mémoire. Voilà. Donc moi je me suis fait un réglage JPEG qualité max qui est à 100% de qualité en SRVB. Ça envoie l'image dans mon dossier image. Une petite nouveauté, je crois que c'est récent dans Capture One, peut-être pas nouveau, ça date de la version 10, mais maintenant on peut appliquer, comme dans Lightroom, une actuation en sortie. On peut choisir un gain de netteté pour affichage ou pour impression. Moi je mets pour affichage et je mets un montant très, très léger. C'est juste histoire de donner un petit peu de peps à la photo après le travail, ce que j'ai fait dessus. Mais ça, on fait ce qu'on veut. Ce qui est bien, contrairement à Lightroom où c'est des presets définis, on a juste, il me semble, léger, moyen, fort. Là, carrément, on gère vraiment, on a un vrai preset de net, enfin un vrai réglage de netteté avec un montant, un rayon et un seuil. Voilà. Il peut m'arriver d'appliquer un filigrane sur l'image. Dans ce cas-là, je vais sur filigrane. Alors souvent, je fais ça sur des images destinées au web, donc sur mes JPEG à 1200 pixels. Et là, il suffit d'aller. Je me mets sur image. On voit que j'ai déjà mon filigrane en mémoire, mais en fait, si jamais c'est la première fois que vous le faites, vous cliquez sur les 3 petits points. Il suffit d'avoir une image au format PNG pour qu'elle gère la transparence que vous avez déjà faite. Vous la sélectionnez. Et ensuite, elle apparaît là. Et vous avez juste. Alors, vous pouvez gérer son opacité, la mettre plus ou moins grande sur la photo et la placer où vous voulez avec les onglets l'onglet horizontal, l'onglet vertical. Voilà, on fait vraiment comme on veut. Et si vous sélectionnez comme ça toute une série de photos, ben le filigrane va être appliqué sur toutes les photos. Par contre, il va être sur toutes les photos au même endroit, à moins de le faire photo par photo. Donc c'est assez à savoir. Bon là pour le coup, je mets pas de filigrane, je n'en mets aucun. Et je vais la mettre en JPEG qualité max, donc je coche ici. Et je clique sur traiter. On va voir la petite barre qui va se mettre en route. Voilà, et donc normalement l'image est exportée. Donc si je reviens sur mon petit Fast One Viewer, image, on voit effectivement que j'ai mon JPEG qui est exporté, tout net, etc. Voilà, donc c'est comme ça que je travaille sous Capture One, de façon générale. Après, bien sûr, ça peut varier selon le type de travail que j'ai fait. Je vais pas travailler tout à fait pareil sur un reportage et sur une séance de photos posées. Mais globalement, l'ordre dans lequel je fais les choses, c'est à peu près ça. Les prochaines vidéos concerneront plutôt ensuite des modules en détail. Comment j'utilise en détail, notamment le module traitement de couleurs, les calques, et comment j'envoie aussi une image de Capture One à un autre logiciel pour ensuite la faire revenir dans Capture One. Parce que c'est pas forcément très intuitif non plus. Et alors qu'on peut le faire, on peut envoyer en fait l'image de Capture One vers n'importe où. Vers SilverFX, vers Photoshop, vers ce qu'on veut. Simplement, il faut la manip pour le faire est pas très clair. Donc je vous ferai un petit épisode à ce sujet. Voilà, j'espère que cette vidéo n'était pas trop longue et qu'elle vous a intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne soirée, une bonne nuit ou une bonne journée et à bientôt.